C'est parti. Bon, très bien. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour le deuxième webinaire de la Mobile Banking Factory 2. Et alors, deuxième webinaire, mais surtout avant-dernier webinaire, puisque voilà, juste après celui-ci, il y aura donc le webinaire de Zenpark, et puis ce sera terminé sur les webinaires techniques. Hein, donc, puisque je vais vous le rappeler un petit peu plus bas, un petit peu après, nous avons un webinaire sur dédié justement à la distribution d'applications sur les différents stores. Donc, c'est animé par deux experts de Orange Partner. Donc, c'est le mercredi 6 mai. Hein, donc, ça aussi, c'est très important. Je vous invite à rejoindre ce webinaire. Pour faire un petit point, voilà le timing, bon vous le savez tous, hein, de toute façon, je pense que vous, là on est en train de s'activer sur Slack et vous aussi, donc on est content de voir que il y a des échanges, ça s'active pas mal. Voilà, plus de 33 jours restants avant la grande finale, hein, donc très voilà un mois hein, en gros donc là pour information on était donc au village c'est-à-dire le lieu de la grande finale pour préparer la grande finale et puis voilà on était en train de voir la logistique comment ça allait se passer donc pour que vous soyez vraiment bien lors de vos présentations. Euh, du coup, alors bon, également dernier événement avant la grande finale, le hackathon MBF2 le samedi 25 avril. Je vous invite à y participer, que ce soit sur place, donc chez Bimayap, si vous êtes sur Paris ou en Île-de-France, ou par l'intermédiaire de sessions de coaching qu'on fait par Skype. On a fait ça samedi dernier, ça a très bien marché. Donc voilà, si vous avez des questions, préparez-les, et puis on se book une heure, une demi-heure avec le tech support, et puis voilà, hein, vous pouvez poser vos questions. Ce sera donc dédié aux API Crédit Agricole Store, PSA, EXI. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous sur Slack, c'est très important puisque ce sera un petit peu le dernier coup de boost hein, sur lequel enfin de la Mobile Banking Factory 2. Si encore une fois vous avez pas pu voilà assister à tous les webinaires, eh ben c'est sur cette chaîne qu'il faut se rendre, c'est sur la chaîne YouTube Mobile Banking Factory 2. Alors il y a tout à l'heure j'étais justement avec Benjamin de Xi qui me disait alors c'est marrant parce que les webinaires c'est un petit peu les FAQ vidéo. Et alors je pense que c'est exactement ça. C'est vraiment si vous avez des questions, faut pas hésiter à les visionner et à voir un petit peu les questions qui ont été abordées soit dans les présentations, soit lors des interactions questions-réponses par la suite. Voilà, bon, mais Slack, j'en ai parlé tout à l'heure, je sais que vous êtes assez actifs là-dessus. La Mobile Banking Factory 2, organisée par le Crédit Agricole Store, co-organisée avec Orange Partner, PSA, Salesforce et XI, en partenariat avec Deezer, Motwin, Uber et Zenpark, supporté par les digiculteurs, Euratechnologie, Parcadom, Le Village, mais aussi Big Geek, Bonjour Idée, Commit Strip, Programmer les objets connectés et le web des objets. Donc je pense que vous avez tous eu l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur ces médias et sur ces sites communautaires. Bon, hein, voilà, je vous l'ai rappelé hier, mais je pense que c'est bien d'en remettre une couche. 50 000 € de dotation à la clé. Bon, franchement, moi j'en ai fait beaucoup de hackathons, mais celui-ci, eh ben, je peux vous dire que c'est costaud. 30 000 € d'achat média par le CA Store, 5 000 € de bons cadeaux par Orange Partner, 10 000 € cash par PSA Peugeot Citroën, 4 500 € de device Apple par Salesforce, 6 000 € de cash par Xi et 3 000 € de voucher par Uber. Hein, donc voilà, faut savoir que là aujourd'hui dans la Mobile Banking Factory 2, on a un petit peu plus de 20 équipes qui sont en compétition. Bon voilà, globalement, il y a à peu près voilà 8 équipes qui seront récompensées. Bon, ça fait presque une équipe sur deux. Donc continuez à bosser, ne lâchez rien et allez jusqu'au bout, que ce soit en termes de développement, que ce soit en termes de design. Vraiment aller jusqu'au bout du développement de vos apps. Pour les webinars, bon, du coup, voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, webinar Orange Partner et on enchaîne sur le webinar Xi.
hein, donc sur le webinaire Zenpark, excusez-moi, qui sera donc de 18h à 19h avec Fabrice. Et enfin, le mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, on a déjà partagé le lien sur Slack, le webinaire distribution d'applications. C'est un format que moi je voulais absolument, que je trouve très intéressant et qui peut vraiment vous apporter un plus dans le développement de vos projets et surtout dans la distribution de vos apps. Hein, que ce soit spécificité store ou mise en ligne des applications, c'est vraiment un webinaire que je vous recommande vivement de suivre dans le cadre du concours, certes, mais pour vous en général, en tant que développeur, en tant que designer, en tant qu'entrepreneur, je pense que ce webinaire pourra vraiment vous être utile. Voilà, du coup, maintenant je vais laisser la parole à Thierry. Thierry, tu es avec nous? Thierry, tu es avec nous ou... Bon, bah écoute, pas encore. Bon, bah très bien. Mais du coup, en t'attendant, Thierry, voilà. Bon, alors pour information, quelque chose de très important. Nous, là tout à l'heure, on était comme je disais, en train de préparer la grande finale, et on a en fait, yes. Ah, voilà, c'est bon. En fait, Thierry, ah voilà, c'est bon. Tu nous entends? Tu es avec nous, Thierry? Oui, oui. Oui, super. Ah voilà, c'est bon. Maintenant, heureusement qu'il y a le petit chat. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, si vous voulez poser des questions à Thierry ou à moi, bien évidemment, eh bien, il faut les poser avec votre interface de chat, les amis. Ok, donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Moi, j'en parlerai à Thierry quand il y aura un petit peu de temps libre. Je dis, ah tiens, en fait, Thierry, voilà, il y aura des questions. Donc, n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions et des points spécifiques à aborder. Thierry, je te laisse la parole. D'accord, avec plaisir. Eh ben très bien, je te passe le lead de l'écran. D'accord, merci. Ok, super, on voit tes slides. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mes slides en plein écran? Donc un Ouais, écran tout noir avec juste Orange API dessus au centre. ouais, pour moi c'est bon, donc je pense que pour tout le monde c'est Pour bon. l'instant. Yes, c'est bon. Très bien, donc on va passer une petite heure ensemble. Je suis très content de parler à nouveau des API d'Orange. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un séminaire un peu plus technique que ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc je vais essayer de focaliser en fait le pitch sur quelques API qui ont retenu déjà votre attention, parce qu'on a déjà échangé avec quelques-uns d'entre vous. Donc j'ai vu à peu près quels étaient les centres d'intérêt, tant sur la partie use case que sur la partie questions techniques. Donc là aussi, le micro est ouvert. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des commentaires ou des questions. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a débuté, lorsqu'on a fait le kick-off du challenge, on était parti donc sur une série d'API. Je vais encore une fois aujourd'hui insister sur quelques-unes d'entre elles seulement. Et on va tout de suite attaquer sur l'une qui a beaucoup plu. On a beaucoup de demandes en fait, de questions, de demandes de renseignements sur l'API Beacon. Alors on va tout de suite s'y plonger. Eh bien, on va s'y plonger à travers un cas de figure intéressant. C'est par exemple un exemple de B2B2C, donc un manager de club de gym qui a un intégrateur et puis un client final. Alors son intégrateur, bien sûr, lui propose des applications, des services, et puis son client final veut simplement pouvoir donc avoir une meilleure interaction, être renseigné de promotion, avoir donc par exemple son Spotify Self qui est géré correctement, en toute privacy et puis de manière fluide dans son parcours à la gym. Donc c'est, vous voyez, trois personnages finalement qui vont graviter autour d'une use case de club de gym qu'on va retrouver donc sur quelques exemples d'API. Alors, on va commencer par donc l'intégrateur, on l'a appelé Marco pour le cas de figure, qui est un CTO, mais ça peut être donc un de vos projets startup avec donc un des membres de vos équipes. Et donc cet intégrateur veut fournir une solution au gym manager qui a son propre club, qui lui-même doit évidemment fidéliser ses clients et satisfaire ses clients. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec des beacons orange,
on peut les personnaliser. Donc là, vous voyez, il y a deux modèles de beacon. Le gros modèle donc, qui dure plus de 2 ans, et au bout de 2 ans, on peut changer facilement les piles. Le petit modèle qui dure un peu moins longtemps, bien sûr, mais qui est beaucoup plus compact et qui a des fonctions supplémentaires, comme par exemple la détection de mouvement ou la détection de seuil de température. Et ce sont en fait des bornes, des balises, si vous préférez, qui vont émettre tous les dixièmes de seconde un signal avec un ID. Et cet ID est propre à chaque beacon. Et vos applications, celle de Marco, en fait, dans l'exemple du club de gym ici, qui a collé un autocollant dessus, eh bien, pourront détecter l'arrivée dans une zone de beacon et détecter aussi lorsqu'ils sortent de la zone de beacon. Donc pour le client final, il s'agit simplement d'avoir une application sur son smartphone, qui soit Android ou iOS, et puis lorsqu'il entrera dans la zone de détection, il va recevoir une notification que l'application pourra traiter de manière silencieuse ou pas. Et puis lorsqu'il sortira de la zone, cet utilisateur final, eh bien, son application également recevra une notification et libre à l'application de l'afficher sous forme de notif classique ou bien de la garder silencieuse juste pour traquer en fait le parcours du client. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout se fait de manière extrêmement simple. Donc, certains d'entre vous d'ailleurs ont eu des beacons en prêt. On verra tout à l'heure si d'autres personnes sont intéressées. Lorsque vous recevez un beacon, vous voyez que, donc, à part l'emballage, il y a un petit sticker avec un QR code qui représente finalement l'ID unique de chaque beacon et qui vous permet, avec votre appli, là en l'occurrence c'est une appli iOS hein, pour iPhone ou pour iPad, et qui vous permet tout simplement donc de saisir l'identifiant du beacon ou simplement de scanner le QR code et tout de suite vous allez pouvoir commencer à définir des messages, des notifications si vous préférez, qui seront donc configurés pour les entrées et sorties de zone. Et bien sûr, vous avez la possibilité de régler finement la portée, donc la zone de détection, si vous préférez, des différents beacons. Donc, il y a des use cases pour quelques équipes d'entre vous qui sont assez distants, en fait, hein, ou des gens qui ont, par exemple, un beacon dans la voiture. Il faut s'assurer que les gens qui sont sur le trottoir puissent le détecter. Donc, ils sont contents d'avoir une puissance maximum. Hein, ça peut aller de 30, voire 50 mètres. Et puis d'autres, au contraire, qui ont des use cases plus précis, plus ponctuels. Et là, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une plage de détection de quelques dizaines de centimètres seulement. Donc, vous pouvez facilement régler cette portée avec donc un trombone que vous glissez directement donc, dans le trou du beacon qu'on voit juste sous la vis du haut. Et puis, avec l'application, donc, vous avez la possibilité de régler de 1 à 4 cette distance de détection. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr donc définir des messages. Alors, les messages, ce n'est pas juste quelque chose qui s'affiche sur votre écran, hein. C'est aussi une action qui est préprogrammée et qui permet, bien sûr, de déclencher donc, un trigger vers une autre application ou vers un site web si l'utilisateur, finalement, réagit positivement à la notification. Alors, s'il ignore la notification, il peut la lire, simplement, mais s'il appuie dessus, s'il acknowledge, donc en appuyant sur OK avec la notification, que ce soit sur iOS ou sur Android, eh bien, on peut déclencher une vraie action avec éventuellement des paramètres. Et donc, vous voyez, avec un URL scheme comme celui-ci, avec le gymtech : on peut très bien s'amuser à envoyer en fait des paramètres à une appli qui se trouve présente sur le téléphone. Autre point donc intéressant, c'est la possibilité donc de retrouver des stats sur l'usage finalement par différents utilisateurs finaux de l'application. Et on peut voir, par exemple, pour chaque beacon, combien de personnes sont rentrées dans la zone de détection, combien en sont sorties, le temps moyen qui est passé dans la zone, etc. Alors là, vous l'avez sous forme d'affichage synthétique dans une appli native, mais vous trouvez la même chose, bien sûr, sous une forme beaucoup plus fine, précise et historisée sur un portail. Donc là aussi, tout ça est fourni avec le service Beacon. Alors, concrètement, comment ça se passe pour l'utilisateur final? Alors, on va retourner à notre use case de club de gym. Hein. On prend l'utilisateur qui donc, arrive dans son club de gym. Lui, ce qu'il veut tout simplement, c'est être notifié d'événements intéressants pour lui. Donc, typiquement, voilà sur un iPhone à quoi peut ressembler une notification système, vous savez ça mieux que moi. Sauf que là, évidemment, comme c'est votre application qui va intercepter la détection du beacon et ensuite la refournir au système iOS, vous allez pouvoir customiser
ce message. Par exemple, quand je dis bienvenue au club Peter, il n'y a pas de magie là-dessous, c'est parce que votre appli a déjà donc une relation avec chaque end-user, et puis a déjà identifié les gens, et déjà identifié leur profil. Donc libre à vous ensuite de customiser les notifications qui seront donc reportées au système. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez très bien décider de garder les notifications silencieuses, auquel cas vous allez simplement traquer finalement l'usage. Et puis peut-être que pour vous, ce qui est intéressant, c'est juste les statistiques. Et donc vous n'allez pas bombarder en fait vos différents utilisateurs d'applications par les notifications. C'est le seul conseil que je vous donnerais, c'est d'être vigilant sur effectivement l'affichage des notifications pour éviter que finalement le client en ait un petit peu assez et coupe le Bluetooth, puisque je ne l'ai pas dit assez, hein, mais le principe du beacon, bien sûr, c'est d'être véhiculé en fait sur du Bluetooth, et donc si il y a un réflexe de rejet parce que vous inondez en fait vos clients en notifications, le risque c'est qu'ils coupent le Bluetooth. Donc on ne va surtout pas en arriver là, parce qu'il y a d'autres services qui sont intéressants en Bluetooth, dont les montres par exemple. Et du coup, c'est important d'être assez vigilant sur le nombre de messages, etc., qui sont véhiculés. Mais vous verrez que dans le SDK qui est fourni, il y a des tempos, il y a des réglages qui vous permettent là aussi d'être assez fin sur l'expérience client, et là aussi d'être vigilant sur le nombre de répétitions, par exemple, de messages que vous allez pouvoir donc envoyer à vos clients. Donc, tout ça est déjà prévu, on commence à avoir pas mal d'expérience chez Orange en matière d'expérience client liée à la détection d'entrée de zone et de sortie de zone. Donc on peut également vous conseiller sur l'utilisation de ces paramètres pour optimiser votre expérience. Donc là, vous voyez un autre exemple de notification donc, sur l'écran de Home, là aussi customisé. Et puis, bien sûr, donc, si on part dans l'application, avec les paramètres donc, qui sont véhiculés au moment du lancement de l'appli, vous pouvez bien sûr les récupérer lorsque vous êtes réveillé en tant qu'application, et bien sûr afficher le message qui va bien, et donc avoir le comportement que le client s'attend à trouver dans votre application, parce que justement les paramètres ont été mis en conséquence. Bien sûr, donc ça c'est l'écran classique sur iOS, hein, il y a un équivalent sur Android pour pouvoir gérer finement donc, les notifications, et c'est ce qui peut arriver donc, si le end-user finalement tune finement et dit bah voilà, pour l'application Gymtech, qui est un exemple ici, je veux couper les sons, par contre je veux être toujours averti, même sur l'écran verrouillé, etc. Donc on peut, de manière granulaire, assez fine, régler tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour le développeur? Donc le développeur de l'application, qui est aussi donc en l'occurrence l'intégrateur pour les éléments de la salle de gym. Alors il a plusieurs choses à sa disposition. La première, qui est la plus importante, c'est celle que vous avez déjà, pour certains d'entre vous, commencé à tester. C'est un SDK, à la fois pour iOS et pour Android. Il n'y a pas encore l'équivalent pour Windows Phone, puisqu'en fait Windows Phone interdisait la gestion fine du Bluetooth sur les téléphones. En revanche, on sait qu'avec Windows 10, donc on pourra réouvrir des perspectives. Mais quand Windows 10 sera sorti, à ce moment-là, on aura un kit en conséquence. Pour l'instant, on se limite juste à iOS et Android, qui représentent quand même l'écrasante majorité du marché aujourd'hui. Alors, ces deux SDK sont très similaires et finalement sont très simples, puisqu'il s'agit de déléguer au système, que ce soit iOS ou Android, la charge de détecter les différents beacons et de réveiller ensuite l'application par un callback lorsque justement ces beacons ont été détectés soit en entrée de zone ou sortie de zone. Donc ça c'est une première étape pour donc les API. Vous ne voyez même pas les API puisqu'elles sont complètement cachées par des SDK tout faits. Et en revanche, il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est la possibilité là aussi d'avoir des API ou un portail pour pouvoir configurer de manière massive des beacons. Ce que je vous souhaite, hein, si votre projet aboutit avec énormément de potentiel, si vous avez beaucoup de beacons pour vos applications, eh bien vous serez bien content d'avoir des API là aussi pour les configurer de manière brute et massive, au lieu d'avoir un portail qui permet individuellement de configurer chaque beacon. Là aussi, sachez qu'il y a un kit complet avec des API, donc REST, très bien écrites, hein, très bien documentées également, qui permettent de faire tout ça. Donc ça sort un petit peu le cadre du challenge, parce que dans le challenge, en général, un ou deux beacons suffisent et le portail est largement suffisant. Mais sachez que pour donc une perspective industrielle et massive,
on a tout ce qu'il faut pour gérer ça de manière conséquente avec des API. Autre point intéressant, alors là, on a toujours le cas du Gym Manager, c'est un peu le fil rouge aujourd'hui, mais vous pouvez transposer bien sûr à vos propres use cases. Là, en bas, c'est finalement l'intermédiaire, donc c'est dans le B2B2C, c'est la partie business du milieu, où finalement le restaurateur, le Gym Manager, l'intermédiaire, en fait, entre le développeur et le client final, va pouvoir lui aussi régler des paramètres sur ses beacons. Alors c'est important parce que ça permet, par exemple pour un restaurateur, hein, ce qu'on a par exemple avec la fourchette qui édite une application que vous connaissez sûrement, hein, qui a équipé aussi une trentaine de restaurants de beacons. Eh bien, il faut savoir que chaque restaurateur, individuellement, peut lui aussi tuner, customiser les différents messages de notification, donc chaque jour, par exemple, pour adapter en fonction du menu, en fonction des promotions, en fonction, par exemple, d'un formulaire de satisfaction lorsque les gens quittent le restaurant. Donc, la partie milieu, on va dire, du B2B, B2C, est extrêmement intéressée de pouvoir, justement, de manière fine, adapter les différents messages et éventuellement écraser la configuration brute que vous, en tant que développeur, vous avez pu mettre sur l'ensemble des beacons. Alors, évidemment, si vous souhaitez fermer cette porte, vous pouvez le faire aussi. Hein. Il suffit de ne pas donner les ID et mots de passe à vos clients intermédiaires. Et puis, dans ce cas-là, ils ne pourront pas modifier ce que vous avez préconfiguré. Mais sachez que cet élément existe. Et d'ailleurs, on a des applis et un portail Orange, tout fait, pour créer ce type d'interaction. Voilà, alors concrètement, comment ça se passe? Alors là, vous avez deux exemples. Le premier sur iOS. Alors, je ne vous ai pas menti, hein, c'est vraiment très simple. C'est qu'une page. Donc, j'ai recopié la page de l'auteur, hein, qui s'appelle Renaud Cazula, qui avait d'ailleurs animé la première partie de ce webinaire il y a quelques semaines. C'est lui qui a écrit en fait le SDK avec nos différents collègues pour donc la gestion des différents beacons, mais aussi du cloud d'Orange. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constater que vous déléguez au système l'ensemble des paramètres, comme par exemple donc les credentials qui vous ont été attribués, donc ce qu'on appelle partner login, partner password. Vous avez des tempos donc que vous pouvez éventuellement modifier, hein, comme les intervalles de notification pour le client. La 10 signifie que en dessous de 10 minutes, vous ne pouvez pas déranger en fait un client plusieurs fois avec la même notification. Ça, c'est pour les cas où un client final, donc l'utilisateur de votre appli, voudrait rentrer dans la zone, en sortir, puis tout de suite re-rentrer. Vous n'allez pas le matraquer avec des messages. Et du coup, vous avez une tempo qui permet de régler finement ce genre de choses. Et puis les deux donc méthodes du bas, c'est tout simplement donc pour recevoir justement les notifications. Hein, vous avez un callback bien propre qui est fait par le système. Et c'est après à vous de choisir donc l'action en conséquence. Est-ce que vous voulez passer ça au système iOS et l'afficher normalement comme une notif? Est-ce qu'au contraire vous le gardez pour vous? Et sur Android, donc page suivante, là ce sont d'autres collègues chez nous qui ont créé ce SDK. Là aussi c'est quasiment aussi simple, puisqu'en Java vous avez là aussi la possibilité de rentrer quelques paramètres et là aussi de déléguer donc à une tâche de fond, donc l'ensemble de la détection des beacons. Et là aussi, vous avez un callback en bas. Et puis la réaction que vous voulez approprier pour votre application. Et c'est tout. Donc en fait, le SDK, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Il faut soit Xcode, soit Android Studio ou autre. Et vous avez juste quelques paramètres à changer et tout de suite, ça marche. Et vous pouvez l'intégrer facilement à vos propres applis. Vous pouvez bien sûr regarder ce qui se passe sur le portail, et je vous invite aussi à le faire, hein, puisque là, si vous souhaitez paramétrer la configuration par défaut des beacons donc, qui vous intéressent, c'est là où vous indiquez justement à la fois le nom du beacon, le message qui va s'afficher par défaut, que vous pouvez recustomiser après dans votre code, et puis l'action éventuelle, donc un URL scheme ici par exemple pour chaque entrée ou sortie de zone. Donc ça c'est le portail, je dirais, standard, qui permet donc de manipuler ce type d'informations. Et puis pour ce qu'on appelle le commerçant, donc là en général, là c'est le Gym Manager, ça peut être un autre terme pour votre propre use case, lui ne voit que ses propres beacons à lui, alors que vous en tant que développeur, vous pouvez avoir tout un réseau de commerçants, de Gym Manager ou que sais-je encore, d'intermédiaires.
et vous aurez la portée globale sur l'ensemble des beacons. Voilà, donc nous, on introduit cette hiérarchie où on retrouve justement ce B2B2C. Et puis, je vous l'avais promis, mais là voilà, en fait, la partie statistique qui vous donne donc une vision à la fois plus précise que celle qu'on peut afficher sur un iPhone, mais aussi beaucoup plus historique, puisqu'on peut remonter donc à l'origine du déploiement des beacons pour voir les différentes activités qui ont été donc suscitées par la présence, la détection des différents beacons par vos utilisateurs. Voilà, donc c'est en quelques mots pour le beacon. On pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions. Autre point qui me paraît intéressant de revoir avec vous aujourd'hui, c'est DataVenue, parce que DataVenue, c'est beaucoup plus large que le beacon. Le beacon, c'est un seul exemple d'objet connecté qui va donc envoyer toujours la même chose. Et puis finalement, c'est votre appli qui est intelligente. Là, DataVenue, c'est complémentaire, puisqu'en fait, il s'agit d'une plateforme qui va donc pour un... Alors là, on va prendre toujours le use case du club de gym, mais je vais aller un petit peu vite parce que je voudrais laisser la place aux questions. Là, l'idée, si vous voulez, c'est que dans un club de gym, vous avez par exemple des tapis pour courir qui sont plus ou moins anciens. Certains sont très modernes avec tout ce qu'il faut comme module logiciel et on peut très rapidement les connecter à une plateforme pour analyser ensuite les résultats. Et puis d'autres à gauche sont beaucoup plus anciens. Il s'agit de mettre des modules hardware qui vont compenser justement cette absence de capteurs intelligents et surtout l'absence de collecte possible. Et donc pour un intégrateur comme Marco, si je reprends l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure avec le beacon, il peut être intéressant d'équiper les différents tapis donc, de la salle de gym, qu'ils soient nouveaux ou anciens, avec donc la possibilité de collecter des informations pour savoir ce que font finalement les utilisateurs avec leur tapis et corréler ça avec d'autres informations pour faire du big data et pour essayer finalement d'optimiser à la fois la fréquentation du club de gym, pour essayer de par exemple, d'optimiser aussi la satisfaction des clients, parce que le programme aura été plus adapté à ce pourquoi ils sont venus dans le club de gym. Alors, si on reprend cet exemple-là, pour Marco, il s'agit finalement de mettre soit des petits équipements hardware, donc Arduino, Raspberry, souvent c'est même Luxus, on peut avoir des choses beaucoup plus simples, des petits circuits intégrés communicants et qui mesure par exemple des vitesses de rotation, mais aussi l'usure des machines par exemple. Et puis à droite, là sur des machines plus récentes, c'est juste un bout de soft qui va s'intégrer donc à un existant. Mais dans les deux cas, le problème de Marco, c'est de pouvoir collecter tout ça, stocker de manière sécurisée. Alors bien sûr, Marco il a à sa disposition plein de plateformes open source, plus ou moins fiables, plus ou moins gratuites, qui s'appuie sur d'autres plateformes d'hébergement plus ou moins fiables, plus ou moins gratuites, plus ou moins lointaines aussi. Et donc, à sa disposition, il ne sait pas trop quoi choisir pour justement collecter et héberger tout ça. Donc nous, ce qu'on propose chez Orange, c'est une plateforme unique qui permet de collecter justement l'ensemble des informations, de les sécuriser complètement, et puis ensuite de faire éventuellement des traitements sur les informations. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et ça commence bien sûr par une phase de définition, comme pour tout. Donc il s'agit avec un portail de définir par exemple les données qu'on veut récolter. Donc là sur des machines par exemple de tapis de sol, de tapis pour courir, ça peut être tout simplement donc encore une fois détection d'usure, les heures donc passées par les différents clients sur la machine, la corrélation entre le temps passé, la vitesse de rotation, etc. Donc on peut relever beaucoup de choses. Et il s'agit évidemment dans une première étape de réfléchir et de définir l'ensemble des informations, plus la fréquence avec laquelle on va les collecter. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement collecter donc, les infos, on a un API pour ça qui est très bien fichu, des SDK également pour la plupart des kits donc, du marché. Et puis vous avez la possibilité bien sûr d'agréger des informations venant d'autres plateformes. Si vous avez par exemple Netatmo ou Parrot ou que sais-je encore qui est déjà existant dans le club de gym et même à côté du club de gym, vous pouvez très facilement vous interfacer avec ces plateformes-là qui ont elles-mêmes leur propre back-end et du coup récupérer des informations que vous allez ensuite agréger pour récupérer des informations utiles pour votre business. C'est là où il y a de l'intelligence. Il y a aussi des formations en temps réel qui peuvent être utiles, et donc détection de seuil ou autre, qui peut vous faire réagir sur l'événement. Tout ça, vous pouvez l'intégrer également.
Et puis, il y a un autre élément qu'on oublie souvent, mais qui pour nous est très important. On a une bonne expérience chez Orange sur ce domaine-là aussi. C'est l'exposition sous forme big data, donc à la fois agrégée, mais surtout anonymisée de toutes ces informations-là, pour que, éventuellement, d'autres développeurs ou organismes puissent se servir, et là, en l'occurrence, ça peut être des informations de santé, hein, qui sont bien sûr totalement anonymisées et agrégées, pour que toutes ces informations-là puissent ensuite être récupérées, analysées de manière statistique pour, par exemple, corréler, je ne sais pas, la fréquentation dans les clubs de gym, l'état de santé général dans une ville, lié aux différents clubs de gym qui l'équipent, etc. Donc on peut facilement faire du big data comme ceci, et notre plateforme centrale, là en orange, qui s'appelle DataVenue, donc permet justement de faire tout ça, et le fait de manière complètement sécurisée. C'est hébergé en France, et on a tous les modules qui gravitent autour de cette plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une plateforme récente, hein, c'est une plateforme donc on utilise en fait chez OBS, donc Orange Business Services, pour nos clients business entreprises et pour nous-mêmes, en tant qu'entreprise assez importante, depuis très longtemps, mais qu'on a décidé en fait en début d'année d'ouvrir à nos partenaires. Donc finalement, on a commencé, si vous voulez, par des usages qui étaient vraiment à la fois en interne et des usages vraiment très business, très corporate, et on a décidé d'ouvrir ça à des gens qui sont finalement des startups, différents projets de challenge comme le vôtre, pour pouvoir justement vous permettre d'héberger des informations que vous aurez collectées sur une plateforme et puis ensuite les agréger et les analyser. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous indiquer sur cette plateforme-là. Alors juste un résumé rapide, hein, si je reprends les termes, hein, les verbes clés, hein, c'est la définition des données que vous voulez collecter, la collecte elle-même, l'agrégation avec des plateformes déjà existantes, donc ce n'est pas forcément pour les objets que vous allez créer vous-même, ou du soft que vous allez créer vous-même. C'est aussi bien sûr la partie visualisation, la partie accès aux informations qui ont été corrélées entre elles, et puis éventuellement, plus tard, donc la partie big data avec le côté agrégation, anonymisation des informations pour une réexposition, en général, à d'autres acteurs. Donc voilà, c'est une plateforme qui fait tout ça, et que je vous encourage donc à aller voir aussi, toujours sur le même site, on verra ensemble comment accéder à toutes ces ressources. Donc, il y a un portail, bien sûr. Le portail permet en quelques minutes, une fois qu'on a une bonne idée précise de ce qu'on veut faire comme traitement d'information, de définir l'information. Alors, petite particularité assez intéressante, c'est que vous avez non seulement les infos et la doc, mais c'est complètement interactif. C'est-à-dire que lorsque vous, lorsque vous créez en fait un flux d'informations, des prototypes de données, vous avez tout de suite des pop-up qui vous indiquent des commandes. Donc là, c'est du curl, tout bête, hein, donc vous pouvez couper-coller. Mais la beauté du système, c'est que tout est complètement instancié sur votre propre code. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à d'autres environnements, même chez les plus grands, hein, qui vous imposent d'avoir finalement des coupés-collés dans tous les sens, et puis des consoles où il faut à chaque fois recopier vos credentials, etc. Là, tout est complètement intégré. Vous avez la possibilité en fait de faire un vrai coupé-collé et d'aller donc au niveau du shell directement exécuter vos commandes curl et récupérer en fait les informations. Que vous soyez sur un PC ou sur un Raspberry par exemple directement. Donc c'est très confortable et tout est complètement interactif en fait sur ce portail. Voilà, donc je passe maintenant à deux API qui sont souvent corrélés, hein, l'identité et le cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait l'identité c'est une sorte de porte d'entrée vers tous les services où à chaque fois on va demander une identification et aussi un consentement auprès d'un client final. Et c'est le cas par exemple du cloud. Donc, je vais prendre ces deux API l'une après l'autre pour vous expliquer un petit peu le cheminement. Alors, on va rester dans le bon vieux cas d'école du club de gym avec Marco qui a toujours des problèmes à régler au niveau donc, de son IT de club de gym. En l'occurrence, il a développé une superbe appli qui s'appelle GymTech. Tout à l'heure, on l'utilisait pour l'identification de beacon. Et là, ce qu'il voudrait avec son application maintenant, c'est identifier l'utilisateur final de manière certaine et fiable, et ensuite de recueillir son consentement pour éventuellement aller poster des messages, des photos par exemple, des relevés qui sont quand même assez confidentiels sur typiquement le cloud d'Orange du client. Donc pour faire ça, vous imaginez bien que c'est quand même assez contrôlé, surtout par nous Orange. On ne va pas laisser n'importe qui
faire n'importe quoi sur le cloud de nos clients, que ce soit en accès à l'écriture ou lecture. Et donc il s'agit en fait de blinder l'accès à ce type de ressources de manière très simple aussi, hein, c'est par une API d'identification et d'autorisation que l'on fait ce mécanisme, et qui s'intègre là aussi très rapidement, puisqu'en fait on fournit un SDK, encore une fois, sur iOS, sur Android, mais on a aussi d'autres cas de figure, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a finalement une panoplie d'outils à notre disposition chez Orange pour que des développeurs comme vous puissiez rapidement recueillir donc un consentement après avoir identifié n'importe quel utilisateur, Orange bien sûr, pour pouvoir ensuite accéder à ces ressources. Alors, juste, je vous montre un petit peu la graduation, parce qu'il y a plusieurs, comme toujours, hein, il y a plusieurs degrés de sécurité, plusieurs degrés d'identification. En général, pour tout ce qui est appli simple et assez trivial, on fait juste de l'OAuth V2. Donc, c'est le cas, par exemple, pour toutes nos sources d'informations, quand vous voulez avoir, par exemple, les coordonnées des boutiques, des informations qui ont été recherchées sur le moteur de recherche, etc. Donc, on fait juste de l'OAuth V2. Par contre, dès que vous voulez avoir vraiment une identification fiable de chaque utilisateur, là, on ajoute une couche d'identité et on a donc adopté le standard de fait qui s'appelle OpenID Connect, que Google d'ailleurs a adopté lui aussi, mais on n'est pas les seuls. Hein. D'autres opérateurs en fait ont rejoint donc ce vaste mouvement pour être sûr que OpenID Connect soit le plus répandu possible et qu'on ait toutes les librairies en conséquence pour pouvoir intégrer et faire intégrer par des gens comme vous dans leur code très rapidement la solution. Et puis, il y a un stade ultime de sécurité pour, alors là, cette fois-ci, c'est réservé bien sûr aux clients qui ont un mobile avec eux, où finalement, avec Mobile Connect, on va déléguer l'aspect identification à la carte SIM, et c'est la carte SIM qui va assurer, si vous voulez, le contrôle le plus fort sur donc la sécurité du code PIN qui sera donc affecté à la reconnaissance d'un client. Donc là, alors pourquoi des poupées russes? C'est parce que ça s'emboîte, hein, tout simplement. C'est OpenID Connect est une couche au-dessus de Haute, et Mobile Connect est simplement donc une méthode ultra sécurisée pour recueillir le code de sécurité associé à OpenID Connect. Donc les trois poupées s'emboîtent les unes dans les autres. Alors pour le cloud, on va rester à OpenID Connect, je vous rassure, on ne va pas faire toute la panoplie. Et on va revenir donc à notre exemple de club de gym avec un use case très simple. Hein. Imaginons que, parce qu'il va avoir son Apple Watch avant tout le monde, le client du club de gym puisse finalement poster une photo d'un record qu'il vient de faire. Et il utilise bien sûr sa montre comme télécommande. Et cette télécommande lui permet, via donc un mécanisme qu'on va voir ensemble, de poster à la fois donc un record officiel, plus une photo éventuellement, et mettre tout ça sur son cloud d'Orange. Alors comment ça va se passer? Donc il va utiliser sa montre comme télécommande, c'est juste une notification en fait. Et bien sûr c'est Marco derrière qui a fait l'appli Gymtech qui va bien pour pouvoir le faire. Et dans cette application Gymtech, tout simplement, le problème de Marco, c'est comment faire pour accéder au cloud du client final de manière sécurisée. Et donc ça présuppose tout ce qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire finalement l'identifier, recueillir son consentement, pour pouvoir ensuite aller chercher la photo donc, et puis le record, et aller poster tout ça sur le cloud ensuite. Donc comment ça se passe? C'est très simple, Marco utilise les API du cloud d'Orange, et il a à sa disposition, donc pour l'application donc sur le smartphone, une application donc Gymtech. Alors là, je passe un petit peu le détail parce que on va le voir ensemble au niveau technique, ce sera plus intéressant. Ce qu'il veut simplement, en quelques mots, c'est une interface très simple comme celle-ci, où lorsque l'utilisateur final lance l'application Gymtech, il est à sa disposition plusieurs clouds. Par exemple, on se trouve bien sûr Google Drive, Dropbox, etc. Mais surtout, on se trouve donc en pole position le cloud d'Orange, qui est d'ailleurs celui que l'utilisateur final, dans sa grande sagesse, veut choisir ici. Et donc, s'il choisit le cloud d'Orange, eh bien, automatiquement, l'utilisateur final aura un écran d'identification qui est donc bien sûr géré par Orange, c'est-à-dire qu'on quitte l'application Gymtech. Ça, c'est obligatoire. Hein. Pour une question de sécurité, vous ne pouvez pas faire une WebView, parce que sinon, vous pouvez, dans une WebView, capturer en fait l'ensemble de l'information. Donc, la règle de sécurité exige
on lance une WebView, on lance Safari ou l'équivalent Chrome par exemple sur Android. Et puis donc lorsque la partie donc identification a été effectuée, comme ici, lorsque le consentement ensuite a été donné, par exemple ici sur un écran comme celui-ci, vous voyez, je dis est-ce que Peter, tu veux bien laisser un accès au cloud à l'application de Gymtech? Et donc on peut détailler bien sûr de manière granulaire les différentes infos auxquelles l'application de Gymtech aura accès. Et lorsque cette identification et ce consentement ont été faits, ensuite, et ensuite seulement, on revient sur l'application de Gymtech. Donc c'est un callback, si vous voulez, avec un URL scheme en fait, qui revient dans l'application Gymtech. Même phénomène avec un intent sur Android, c'est le même principe. Les bonnes pratiques veulent qu'on ne fait pas de WebView dans son application, on délègue en fait toute cette partie-là au navigateur donc par défaut du système, et c'est le navigateur qui ensuite, une fois que le consentement a été recueilli, que les plateformes Orange ont validé donc l'ensemble de la chaîne, vous avez un vrai callback qui est effectué donc grâce à Orange, et ce callback vous permet après de lancer donc l'application et d'avoir accès. Voilà, donc voilà l'expérience client associée. Donc là, bon, c'est juste un exemple d'application, mais on peut transposer à ce que vous faites actuellement. On peut très rapidement intégrer, et aussi facilement qu'avec Dropbox ou Google Drive, par exemple. L'avantage, c'est que les clients Orange, il y en a plus de 4 millions aujourd'hui sur le cloud d'Orange, sont très sensibles à la sécurité et sont confiants dans le fait de justement laisser Orange gérer les formations. Et du coup, c'est un plus que l'on propose ici en ouvrant cette porte d'entrée vers le cloud. Voilà. Alors, imaginons toujours notre end user, là, Peter. Donc, il est content, il a fait sa photo, il a eu son beau diplôme qu'il a pu envoyer dans le cloud d'Orange. Et ensuite, lorsqu'il est donc ailleurs, par exemple avec sa tablette, mais ça peut être aussi chez lui sur sa télévision, il va pouvoir retrouver donc avec toute l'interface du cloud d'Orange l'ensemble des informations. Donc, il va retrouver les photos qu'il a pu prendre avant, plus la dernière donc du club de gym, etc. Je passe un petit peu rapidement. À la maison, c'est pareil, donc il va retrouver sur sa tablette ou sur son ordinateur donc un ensemble d'informations. Et autre point important, c'est ça que je voulais vous dire aussi, l'utilisateur final peut à tout moment, ici, décider de révoquer les droits d'accès à son cloud. Donc si il ne veut plus que l'application de Gymtech puisse avoir accès à son cloud juste pour poster des informations ou simplement pour lire ce qui se passe, eh bien il peut à tout moment révoquer donc le droit d'accès. Voilà. Donc comment ça s'est passé techniquement? C'est très simple en fait. Marco, on retrouve Marco là, qui avait à gérer donc pour l'application finale un accès au cloud. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les applications d'exemple d'Orange fournies avec le SDK pour se familiariser. Donc il a vu que c'était très simple de faire un upload ou un download de fichiers, soit sur Android ou sur iOS. Et l'avantage, c'est qu'il se repose entièrement sur la plateforme d'Orange pour toute la partie identité. Et c'est, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est la plateforme d'Orange qui va faire le callback ensuite. Alors, soit le petit circuit court au milieu, un callback direct avec un URL scheme sur l'application, c'est une application native. Si vous n'avez pas d'application native, mais vous êtes plutôt web avec vos propres plateformes, ce sera un callback donc sur une autre plateforme, c'est le circuit long, en bas à droite, qui sera utilisé. Mais tout ça reste extrêmement simple. Voilà, donc comme je le disais, ce sont des SDK qui sont à votre disposition pour pré-mâcher en fait le travail. Vous n'avez plus qu'à faire du coupé-coller avec ce qu'on peut vous fournir. Juste un exemple rapide avec iOS. Donc pour iPhone, c'est très court. Vous avez donc simplement une déclaration de session pour travailler sur le cloud. Et puis vous avez donc une programmation par bloc assez élégante. C'est moi qui l'ai écrit, donc je peux le dire. C'est toujours notre ami Renaud Cazula qui l'a fait, donc qui permet de lancer une session et puis en cas d'échec ou de succès, d'effectuer en fait le traitement qui va bien. Donc c'est assez facile à reprendre dans votre propre code. Et sur Android, donc ça ressemble aussi, c'est le même principe. Vous avez donc une création de session avec, là aussi je passe assez rapidement, mais une partie authente qui est bien déléguée et qui vous permet d'avoir donc une gestion d'erreurs très clean
et un enchaînement de commandes pour à la fois donc déclencher l'authentification et puis le travail ensuite sur la manipulation de fichiers. Alors, il n'y a pas qu'iOS et Android dans la vie, hein, il y a aussi Python par exemple, donc là aussi c'est pareil, il y a une belle librairie qui a été créée et qui permet justement de, après avoir bien sûr changé les credentials dans ID Password, de pouvoir là aussi effectuer de manière très élégante à la fois le parcours des fichiers qui sont donc exposés sur le cloud, mais aussi éventuellement donc un upload, comme la dernière commande ici, de différents fichiers. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et bien sûr, il y a aussi pour les purs et durs, donc les commandes curl, les bonnes vieilles commandes curl qu'on peut faire directement donc, dans Shell. C'est ce qu'on aime bien nous parce que ça nous permet de tester vraiment les vraies commandes sans oublier aucun paramètre et c'est vraiment là où on a le meilleur rapport avec les API. Vous voyez là c'est uniquement trois appels curl qui suffisent à donc demander un access token, ouvrir la session du cloud et puis uploader un fichier. Donc c'est vraiment très simple. Et le tout donc vous permet, sur n'importe quel device, hein, y compris un Raspberry, encore une fois, c'est très simple de lancer un script comme celui-ci pour uploader un fichier régulièrement. Voilà. Alors, ce qui est important, et c'est un petit peu commun à toutes les API, si on prend un petit peu de recul ensemble là, maintenant, ce qui est important, c'est de constater que tout ça est en libre service sur un site qui s'appelle orangepartner.com. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous y rendre. Hein. C'est un site qui est très bien fichu. Alors, il n'y a pas que les API dans la vie, hein. Il y a aussi des événements, des promotions, il y a du financement de start-up. Enfin, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes. Mais si on s'intéresse aujourd'hui juste à la partie API, vous verrez qu'en quelques minutes, et sans carte bleue, sans téléphone, juste avec votre email, vous pouvez donc créer un compte. C'est vraiment très simple. Vous pouvez donc être accepté très rapidement, choisir l'API qui vous intéresse et commencer à développer après avoir donc simplement fait un browse de différentes documentations ici. Vous avez bien sûr des conditions à accepter, mais qui sont très larges. Hein. Il n'y a rien de spécial sur les conditions, rien à voir avec les pages et les pages qu'on peut trouver chez certains grands acteurs. C'est vraiment très simple. Et surtout, c'est du workflow automatique, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous avez créé une application, par exemple Gymtech ici, vous voyez, vous dites à quoi elle sert, vous décrivez en fait vos différents paramètres. Donc là, c'est là où j'avais dit par exemple que la redirect URL était un URL scheme avec donc mon nom de mon appli Gymtech. Vous voyez, tout ça se fait très facilement. Et puis, juste après, vous pouvez donc commencer à coder, alors soit avec les SDK, soit avec Postman, ou REST Client, ou que sais-je encore. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer immédiatement ensuite la partie découverte des API elles-mêmes. Là. Alors, je terminerai parce que je ne suis pas technique, je suis plutôt marketing, hein, par un peu de marketing quand même, c'est ce qui est le plus important dans la vie, hein, c'est là où on pourra à la fois exposer, rendre visible, vendre, dans tous les sens du terme, ce que vous allez pouvoir faire. Et le go-to-market consiste à finalement avoir la possibilité pour vous, en tant que partenaire d'Orange, d'être visible et éventuellement d'être promu. Parce que c'est bien beau de faire quelque chose, hein, si vous allez par exemple faire quelque chose pour Google ou Apple, vous ne serez pas forcément en tête de gondole dans les 15 jours qui suivent. Alors, je ne vous promets pas non plus que vous serez avec Orange, par contre, le marché est à échelle beaucoup plus humaine, et surtout, dans chaque pays Orange, on a la capacité de mettre en avant des partenaires. Alors, c'est important, et je citerai juste un exemple. Hein. Celui du cloud, ici, vous avez donc un chiffre important, hein, c'est les 4 millions que j'évoquais tout à l'heure. Ça, ce sont le nombre de clients qui utilisent donc régulièrement le cloud d'Orange, que ce soit des clients mobiles ou Internet d'ailleurs. Et on a la possibilité, donc, sur le site du cloud d'Orange, à partir donc, de début juin, vous aurez un carrousel en bas de la page qui fera tourner et mettra en avant différents partenaires qui ont choisi de travailler avec nous. Ce qui signifie que nos clients, utilisateurs du cloud d'Orange, verront en fait des spécialistes qui sont soit dans le traitement d'image, soit dans le coffre-fort numérique, soit dans la proximité, dans le transport, enfin peu importe, mais en tout cas des gens qui ont choisi d'utiliser le cloud d'Orange et qui vont être promus ainsi sur la page. Autre point important, c'est la capacité aussi à faire des événementiels. Là, par exemple, avec un partenaire qui s'appelle Forever, qui font de la numérisation de cassettes vidéo, de vieux films,
et puis il transforme tout ça en fichiers numériques qui vont uploader sur votre cloud. Et bien là, on avait fait une opération pour Noël dernier de mise à disposition en boutique de cartons dans lesquels les gens pouvaient déposer leurs cassettes vidéo. Et puis ensuite, le partenaire pouvait donc les numériser et mettre tout ça sur le cloud. Ça, c'est des opérations ponctuelles qu'on peut faire comme ça. Autre opération, donc par exemple avec Pocket Scanner ici, sur les Taïwanais qui font un très beau logiciel de scan. Ils font de l'OCR aussi. Et donc il y a la possibilité, bien sûr, d'uploader tout ça dans le cloud d'Orange. Et puis, eux, au CloudFuse, ils font de l'agrégation aux différents clouds. Donc là aussi, on les met en avant. Et puis je terminerai juste par un autre exemple. Là, c'est le stade un peu ultime, finalement, où Family Place, qui est un réseau social familial, est non seulement promu, mais en plus, il est intégré aux offres Orange. C'est-à-dire que c'est un partenaire qu'on a choisi d'accompagner complètement et qui, finalement, se retrouve avec sa version premium de Family Place. Family Place, c'est un réseau que vous connaissez peut-être sous le nom Family Wall, sous un nom Vanilla, sous un nom générique, qui est d'ailleurs avec une icône bleue, mais qui chez nous s'appelle Family Place, avec un logo orange, bien sûr, et qui est une version premium, qui est offerte à tous les clients Open. Donc, Open, c'est une offre Orange qui concerne les gens, en général les familles, qui ont à la fois du fixe, de la télé et un ou plusieurs mobiles. Et donc, on est très content d'avoir ce type de partenariat avec les gens qu'on accompagne. Oui, c'est important de s'éloigner quelques secondes de la technique pour montrer que la technique, c'est bien pour faire des choses, mais ensuite, être promu, c'est encore mieux. Oui. Et sachez qu'on a la capacité de le faire. Alors, pourquoi on le fait? C'est pas de la philanthropie pure non plus, et de l'altruisme, c'est simplement pour augmenter finalement la fidélisation de nos clients, c'est augmenter la satisfaction qu'ils auront à utiliser nos propres ressources, tout simplement. Et donc du coup, on a choisi, et je terminerai là-dessus, d'avoir finalement un gâteau qu'on va tous se partager ensemble, qui est beaucoup plus gros que le petit gâteau qu'on aurait mangé tout seul si on avait continué à faire des offres et des services tout seul dans notre coin. Là, on accueille des gens qui sont spécialistes. Donc là, on a un très beau challenge, en l'occurrence, avec plein de choses autour de la voiture connectée, autour des mobiles, bancaires, etc. Et on est très content justement d'élargir l'écosystème pour qu'ensemble on puisse se partager un gâteau beaucoup plus gros. Voilà, et tout le monde y gagne. Et c'est pour ça qu'en général nos API sont gratuites d'ailleurs, puisqu'en fait ça contribue à l'enrichissement global dans tous les sens du terme de l'écosystème, et on ne cherche pas à faire donc une monétisation de nos API parce qu'on estime que les partenaires apportent de la valeur en tant que tel. Et c'est pour ça qu'on veut donc qu'ils viennent en nombre, et on est très content de vous accueillir dans cet écosystème. Bon, voilà. Très bien. Bien sûr, un cercle vertueux. Plus on sera nombreux à apporter de la valeur à nos clients, plus ils seront fidèles, à vous et à nous aussi. Et donc, plus on sera tous contents mutuellement. Voilà, je terminerai là-dessus pour laisser un petit peu de temps pour les questions. Merci Thierry. Alors effectivement, ça va être vraiment un tout petit peu de temps puisqu'il nous reste 5 petites minutes et que du fait qu'on ait décalé le webinaire, je vais devoir enchaîner directement avec le suivant. Du coup, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être pour Thierry. Pour l'instant, j'en vois pas dans le chat. Non, c'est que je me serais arrêté. Je surveillais le chat au fur et à mesure. Bon, mais... super, bon, très bien. Du coup, je pense que effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez aussi échanger avec Thierry sur Slack. Thierry est régulièrement sur le channel. Oui. En tout cas, merci Thierry, très intéressant. Et merci à vous. Très bonne présentation. Et puis, du coup, voilà, moi de toute façon, je vais diffuser l'enregistrement sur la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory 2. Très bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir.